Alors, qu'est-ce que vous pensez du féminisme? Excellente question. On pourrait dire que c'est la grande question actuelle. Et le sujet que je vais aborder, c'est le sujet crucial, c'est l'appel à la révolte des femmes contre le masculinisme des féministes, justement. Voilà. Donc c'est bien un appel à la révolte des femmes. Quand je parle de femmes, évidemment, ce sont des femmes. Alors, la grande question actuellement, c'est celle, peut-on dire, de l'utilisation qui a été faite des femmes pour détruire la société, notre société, dans tous les domaines. On peut dire, c'est par la femme que notre société est détruite actuellement. Et pour paraphraser le tableau de l'origine du monde du peintre, du fameux peintre, c'est la femme qui est à l'origine du monde. Et pour détruire le monde, il faut passer par la femme. Alors, ça c'est le premier point. C'est ce constat universel et nous allons retrouver sur les enfants qui sont mal élevés, si vous voulez, sur les hommes qui sont castrés, bon, sur la solitude, à peu près la moitié des gens à Paris qui vivent seuls, bon, sur tous ces éléments, sur cette violence qui traduisent une absence de la femme, justement. Parce que si vous prenez chaque élément, vous dites, tiens, c'est parce que la femme n'a pas été au bon endroit, si je peux dire. Donc il y a un constat de vide. Alors ça, c'est le premier constat. Donc c'est la destruction de notre société et du monde par l'utilisation de la femme. Alors les féministes, puisque vous parlez des féministes, détestent les hommes, et pourtant, elles suivent le programme des hommes qui lui ont proposé, au nom de la liberté, un modèle masculiniste qu'elles suivent, et au bout du compte, elles sont soumises. Les féministes sont des femmes soumises, nous verrons avec Simone de Beauvoir, alors que précédemment, elles ne l'étaient pas. Alors quand je dis les hommes, évidemment, ce sont les hommes qui leur ont proposé un modèle qu'elles suivent. Je ne dis pas les hommes, pas les hommes communs, c'est les hommes pervers, évidemment. Ceux qui ont un agenda caché. Parce qu'actuellement, c'est très visible, il y a un agenda caché. Et les féministes suivent servilement cet agenda caché. Ça, c'est le deuxième point. Donc, le troisième, c'est que les féministes sont manipulées donc, par les hommes, c'est ce que je viens de dire, sur le modèle de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Je me rappelle, tout le monde sait que Simone de Beauvoir, c'est le modèle des féministes. Bon. Alors, quand vous prenez la vie, sans rentrer dans des détails scabreux, de Simone de Beauvoir par rapport à Jean-Paul Sartre, ce qui est quand même assez glauque, on voit bien qu'elle était soumise à Jean-Paul Sartre. Donc c'était le poisson pilote, c'était Jean-Paul Sartre, et la femme soumise, c'était Simone de Beauvoir, qui ressemblait beaucoup d'ailleurs à une religieuse, quand on a regardé son habillement, sa manière de faire. Bon, donc c'est le troisième point. Alors, la question cruciale, c'est effectivement, c'est le silence des femmes. D'un côté, vous avez des dites féministes, et nous distinguerons tout à l'heure les féministes à la française et les féministes à l'anglo-saxonne, mais il n'y a pas de femmes qui arrachent le masque d'imposture des féministes en disant « mais vous n'êtes des hommes déguisés, vous n'êtes que des pantins, vous n'avez aucune originalité, vous n'êtes pas de vraies femmes ». Eh bien, ça, c'est une question que je me pose depuis des années. Pourquoi les femmes, avec un grand F, n'arrachent pas ce masque d'imposture des féministes? Et c'est le sujet de mon intervention, appel à la révolte des femmes contre le masculinisme des féministes. Le masculinisme, c'est le tout masculin imposé aux féministes en pantalon. On disait autrefois la femme qui porte la culotte. Bon. Donc, le premier signe d'asservissement des féministes, c'est le pantalon. Bon, voilà. Donc, c'est le modèle Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Bon, Simone de Beauvoir considérait que la première femme, on peut dire féministe d'une certaine manière, c'était Christine de Pisan, qui est née en 1364 et morte en 1430, donc ça nous ramène à son livre majeur, La Cité des Dames. Donc Simone de Beauvoir,
féministe, je vous dis soumise d'ailleurs à Jean-Paul Sartre, vous dit « Ah, le début, c'était Christine de Pisan ». Alors, quelle était l'idée que Christine de Pisan se faisait de la famille? Parce que la femme, c'est le cœur de la famille. Bon. Et c'est le livre de Christine de Pisan, La Cité des Dames, c'est considéré comme l'un des premiers ouvrages féministes connus à ce jour. Donc, nous sommes dans la doxa, nous sommes dans... Bon. Eh bien, ce qui est dit dans ce livre, les femmes choisies pour peupler la cité, dans la fameuse Cité des Dames de Christine de Pisan, donc modèle de féminisme originel, illustrent des vertus conjugales. Ce sont ces femmes-là, ce sont des épouses exemplaires, héroïques, dans la défense de leur époux, chastes et constantes. Voilà l'idéal féministe. Je crois qu'il y a Maldon quelque part, si vous voulez. Donc voilà. Donc on tombe dans cette imposture, dans ce jeu de masques. Alors, pour bien suivre, quels sont ces hommes, les fameux hommes, finalement? Ces hommes qui imposent le masculinisme des féministes qui se mettent en pantalon au coup de sifflet, si vous voulez, bon, et qui répètent comme des perroquets ce qui leur essouffle à l'oreillette. Eh bien, la rupture, nous allons venir, la rupture essentielle entre la féminité et le féminisme, si vous voulez, donc le féminisme étant l'ennemi des femmes, et justement la grande imposture, c'est que le matraquage permanent fait croire que les féministes seraient l'avant-garde des femmes. Et il faut croire que les femmes sont aussi impressionnables dans ce domaine que les hommes, puisque les hommes n'osent plus parler maintenant, ont très peur d'être traités de tous les noms. Eh bien, ou peut-être une femme me disait, bah, écoutez, elle ne nous intéresse pas, donc nous nous occupons de nos affaires. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas de contre-attaque à ce masculinisme des féministes qui impose le modèle masculin aux femmes. Parce que les féministes sont de l'avant-garde de la masculinisation du monde. Elles fonctionnent sur un mode masculin. Elles veulent occuper les places des hommes. Mais donc en occupant la place des hommes, c'est un abandon du poste des femmes. Il faut lire le compte-rendu de femmes qui sont allées dans les sous-marins d'attaque, dans les revues militaires. Je préfère ne pas en parler. Alors, si vous remontez, le point de rupture, c'est 1789. Et les droits de l'homme, d'ailleurs, indiquent bien par le mot homme, certes, il y a le genre masculin ou le genre viril, mais c'est typiquement masculin. Quand vous prenez les droits de l'homme, c'est totalement masculin au sens le pire du terme. Il y a le code Napoléon qui a servi la femme. Donc là, on a une rupture, et 2 ou 3 mots sont très importants. Pour bien comprendre, il faut séparer la société française, l'arc française, avec l'arc révolutionnaire. La femme était omniprésente jusqu'à la Révolution. Et les témoignages abondent. Vous avez des Anglais qui viennent en France et ils disent « c'est fou ce que la France est agréable parce que les femmes ils jouent un rôle qui adoucit, qui embellit. » Donc la femme était omniprésente. C'est le témoignage des Anglais, l'ennemi héréditaire. Vous avez un deuxième témoignage, c'est le témoignage Vigée-Lebrun, qui était la femme qui était peintre de Marie-Antoinette. Vigée-Lebrun dit, Madame Vigée-Lebrun dit, avant la Révolution, les femmes régnaient, la Révolution les a détrônées. Donc, les gens complètement décapités qui croient que la Révolution indique le signe de la libération de la femme, c'est exactement l'inverse. La femme régnait, cette douceur, et vous avez effectivement plus, vous avez Talleyrand qui dit qu'il n'a connu cette époque, l'époque d'avant la Révolution, n'a pas connu la douceur de vivre. Donc, et encore davantage, les femmes ayant, à partir de Henri IV, humanisé la société, vous aviez une guerre en dentelle. Bon, on n'était pas dans la guerre de masse, à la baïonnette, Napoléon, voilà. Donc, et ça, c'était l'œuvre des femmes qui interviennent tout particulièrement à partir de Henri IV, mais bien avant, puisque nous l'avons vu avec Christine de Pisan, la femme est omniprésente dans la société, et d'ailleurs, on le retrouve dans le modèle artistique, parce que le portrait de la femme est la signature d'une époque. Et au Moyen-Âge, vous aviez le modèle, c'était le modèle de la Vierge. Bon, vous avez bon. Alors, il faut remonter dans cette masculinisation de la société qui se présente comme une libération, évidemment. Parce qu'en fait, les femmes ont été, comme je vous l'ai dit, elles sont tombées dans le panneau que le programme des hommes qui leur ont proposé au nom de la liberté un modèle masculiniste, masculin. Alors, vous avez par exemple le divorce avec Naquet. C'est bien un homme qui a introduit. Alors, le divorce, on le présente toujours, évidemment, comme une solution. C'est Naquet. Et puis après, ça continue.
Et puis après, vous avez Caillavet, vous avez la pilule, la libération. Vous avez ensuite l'avortement. Alors Simone Veil, par exemple, on va dire c'est une femme, c'est pas du tout une femme, c'était un pantin. Simone Veil a été diligentée par Giscard. Donc vous trouvez toujours derrière la femme. Bon, vous prenez mes 68 libérations, le sexuel et compagnie. Quelles sont les personnes majeures de 68? Eh bien, vous avez Daniel Cohen-Magnil, vous avez Alain Gesmar, vous avez Jacques Sauvageot, je veux dire, vous avez Jean-Paul Sartre, Alain Krivine et Jean-Luc Godard. Bon, donc cette libération sexuelle de 68, c'est encore une affaire d'homme. Bon. Vous avez après le travail. La formule de Mao, encore un homme, c'était la libération de la femme pour la production. Donc, toute cette libération, quand on va aux extrêmes, cette masculinisation de la société conduit évidemment à, disons que la disparition de la féminité, et la disparition de la féminité débouche sur la dénatalité, plus d'enfants pour les retraites, après vous avez, si vous voulez, l'immigration, puisqu'il faut, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, faire venir l'Afrique. Donc cette manipulation de certains hommes, donc la question pourquoi est-ce que ces hommes sont pervers, détruisent la société, pourquoi est-ce qu'ils détruisent la femme, là c'est un sujet que nous pourrons aborder, mais très concrètement, vous me posez la question des féministes. Les féministes, ce sont des personnes qui sont au service d'un plan qui les dépasse, d'un agenda caché, mais qui conduit, nous le voyons, à la destruction totale de la société, puisque la femme, c'est bien l'âme de la société, elle est nourricière, elle éduque. Vous avez chez les Juifs, effectivement, la femme qui représente bien, effectivement, le point essentiel d'identité, parce que tout est dans la femme. C'est la femme qui fait de son fils un homme viril, ou alors un homme émasculé. Et l'exemple que je ne voudrais pas oublier, c'est Aïcha, lorsque Babdil, le dernier sultan, quitte disons, l'Andalousie, donc elle dit « Tu pleures comme une femme, ce que tu n'as pas su descendre comme un homme ». Donc la femme est essentielle. La femme est la mesure de l'homme. L'homme se mesure pour sa virilité, pour sa notoriété, pour sa réussite sociale, pour l'aligner dans la femme. Donc c'est la métrique. Donc, quand vous prenez, il y a des livres qu'il faut lire, que je prenais un petit peu par-dessus la jambe, si j'ose dire, c'est Les Amours de l'histoire de France d'André Breton. Et en fait, c'est très sérieux. Quand vous prenez le rôle des femmes dans l'histoire, vous voyez qu'il est déterminant. C'est-à-dire que l'homme est souvent en train de plastronner au premier plan, mais qui tire les ficelles, alors pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend, parce qu'il y a Ève, évidemment, et la Vierge, si je peux dire, ce sont des femmes. Donc cette absurdité, ce mensonge absolu de prétendre que les femmes étaient gommées, opprimées avant la Révolution et qu'elles ont été élevées après, c'est encore un de ces mensonges permanents, parce qu'on peut dire que les révolutionnaires ont prétendu libérer l'homme en 89 alors que c'était la mise en esclavage, et la femme, on peut dire que c'est déjà été à cette époque, mais c'était après en 68, avec tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'avortement, finalement, qui se retrouve, nous le voyons actuellement, sur cette solitude. Vous avez la pilule, l'avortement, et l'humour de l'histoire, parce que, nous le dirons tout à l'heure, c'est la nature qui aura le dernier mot. Et la nature, ce n'est pas la féministe, puisque la féministe est stérile. Donc c'est un modèle qui ne se reproduit pas, forcément. Si une femme sans homme, ça ne se reproduit pas, de même qu'un homme sans femme, ça ne se reproduit pas. Donc nous savons qui va gagner à la partie, ce sont forcément ceux qui sont dans la nature. Parce que forcément, ils vont gagner. Bon. Alors, nous avons donc, je l'ai dit, la nature a le dernier mot, et reprendre par exemple Christine de Pisan vous montre le rôle des femmes. Et j'avais fait une étude à une époque sur les positions qu'ont occupées les femmes. Elles ont occupé à peu près, elles ont fait tous les métiers. Vous aviez par exemple Jeanne qui était reine de Jérusalem et de Sicile, mais pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire quand j'avais étudié à l'école normale les réussites des hommes et des femmes. Ou dans quel domaine est-ce que les femmes réussissent naturellement et les hommes? Eh bien vous voyez que plus il y a de vie dans une discipline, plus les femmes réussissent. Et plus il y a d'inerte ou de mécanique ou de mathématiques dans une discipline, plus l'homme réussit. Donc vous avez dans la biologie, vous avez plus la vie, ce sont les femmes, et plus la mécanique, ce sont les hommes. Mais c'est une sorte de papillon que j'ai publié dans mon livre Clé pour les mathématiques. Mais où est-ce que l'homme et la femme se retrouvent? C'est dans la littérature. C'est intéressant. Et donc c'est dans le langage. Bon. Alors, donc, nous avons vu le modèle, et ce qui est capital, maintenant, c'est de bien préciser ce que veut dire le mot féminisme.
Parce que dès que, je l'avais dit pour Christine de Pisan, dès qu'il y a une femme qui effectivement dit telle ou telle chose en faveur des femmes ou qui parle des femmes, on va dire qu'elle est féministe. Mais il y a deux féminismes. Un petit peu, c'est comme le cholestérol, si j'ose dire, pour faire un peu d'humour. C'est que vous avez le modèle français et vous avez le modèle anglais. Bon. Et le modèle français est très visible au XVIIe siècle. Mais il faudrait parler de l'amour courtois au Moyen-Âge. Quand vous voyez actuellement, c'est la barbarie. C'est-à-dire que quand vous parlez du féminisme, c'est quand même parler de ce qui est au cœur de la femme, c'est l'amour. Bon, Molière, la langue de Molière, Molière disait « La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour ». Donc le mot amour a complètement disparu. Ne demandez pas à une féministe que c'est que l'amour, c'est un mot qui ne fait pas partie de son lexique. Or, si l'on en croit Molière, qui était bien placé pour en parler, la grande ambition des femmes est d'admirer l'amour. L'amour au sens large, l'amour de l'enfant, l'amour de la maternité, l'amour de la famille. Bon. Et c'était bon. Et on arrive, je vais rapidement au XVIIe siècle, vous avez là ce qui a été considéré comme un féminisme avec l'hôtel de Rambouillet, avec les précieuses, la préciosité et les salons. Eh bien, la préciosité, parlons-en, puisque c'est le contraire de l'absence de préciosité des féministes, ce sont des bulldogs. Quand vous les voyez, c'est absolument affolant. Il n'y a plus aucune féminité. Eh bien, la préciosité, bon, en 1654, et on lit dans les lettres du chevalier de Sévigné, le 3 avril 1654, il y a une nature de filles et de femmes à Paris que l'on nomme précieuses, qui ont un jargon et des mines avec un démanchement merveilleux. Et là, on est dans la féminité, on n'est pas dans le panneau, si je peux dire, on ne tombe pas dans le panneau. Bon. Donc on voit que la féminité, ce qu'on pourrait appeler par abus de langage le féminisme français, eh bien, c'est le langage de la préciosité. Vous avez Mademoiselle de Scudéry, vous avez le cadre de l'hôtel de Rambouillet, vous avez la carte du tendre. Et donc, vous voyez que les féministes ont le cadre du dur, la carte du dur. Et la carte du tendre, c'était la carte de l'amour qui était décrit selon ces précieuses. Bon. Et donc, le féminisme à la française, finalement, si on tient au mot, c'est exactement l'inverse du féminisme à l'anglaise. Le féminisme à la française est tourné vers l'amour, vers les relations précieuses avec les hommes, la délicatesse des sentiments, alors que le féminisme actuel, qui est un masculinisme, c'est la copie de l'homme, la compétition avec l'homme, et donc c'est la destruction de l'homme, d'ailleurs c'est la castration de l'homme, parce qu'effectivement ces féministes sont infréquentables, et c'est la destruction de la féminité, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction de l'avenir. Bon, les féministes n'ont aucun avenir, bon, effectivement, puisqu'elles ne se reproduisent pas. Bon. Et donc il faut bien distinguer ces deux féminismes, et j'ajouterai pour contrebattre ces stéréotypes féministes, parce qu'il faut déconstruire les stéréotypes féministes, parce que la perversion du mot déconstruction, c'est de faire croire que les relations entre les hommes et les femmes seraient une construction. Non, c'est la nature. Et en perfectionnant la nature comme la langue française, on est arrivé à cet idéal de la religion de la galanterie entre les hommes et les femmes, que j'ai connu encore à une certaine époque, et qui a été complètement détruit par la violence actuelle. Les relations entre les hommes d'ailleurs, entre les hommes et les femmes, et l'apprentissage de la courtoisie, de la discussion, de la conversation à table, c'est typiquement lié aux femmes. Et avec la disparition de la femme, si je peux dire en tant que femme, il n'y a plus, les repas n'existent plus, les salons n'existent plus, la conversation n'existe plus. Voilà. Et alors, il y a un point très important sur la Révolution. C'est le lieu de rencontre entre l'homme et la femme. Dans le modèle français, l'homme et la femme se rencontrent. Et se rencontrent où? Dans le salon. Dans toutes les bonnes maisons, vous aviez un salon, vous aviez le débat, qui est capital. C'était le salon, les salons. Les femmes, nous sommes dans le quartier Saint-Germain, il y avait les femmes recevaient, et c'était des femmes qui recevaient, qui faisaient les réputations, qui faisaient les carrières. Donc on voit le rôle complémentaire ou supplémentaire qu'avaient l'homme et la femme. En revanche, vous prenez le modèle anglais de séparation de l'homme et la femme, l'inverse du modèle français, mais maintenant la contamination anglaise est apparue, eh bien, c'était les clubs, c'était les bars, c'était les cafés. Bon. Vous avez le Procope qui n'est pas très loin, c'était un lieu où la révolution s'est faite, parce que mais la révolution était une affaire d'hommes, si vous voulez, bon, de guillotine. Bon, donc là, c'est très important de distinguer
le règne féminin avant la Révolution et le règne masculin après la Révolution, et je l'ai dit, avec les droits de l'homme, le Code Napoléon, le café, le club. Et un point très important, c'est de parler tout de même de la franc-maçonnerie. De parler de la franc-maçonnerie sous l'angle du masculin et du féminin. Donc je rappelle que quand même, tout de même, c'est que la méthode maçonnique, c'est l'art royal, ce qu'ils appellent l'art royal, qui est un art d'arithmogéométrie. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, par essence et en droit, elle est masculine. Alors effectivement, il y a eu des loges féminines qui ont été mises pour faire bien autour, pour décorer la galerie, mais la méthode est masculine. Et les lois sur la famille et les autres sont sorties quand il y avait des francs-maçons, on va pas... Bon. Donc ce qui est important, en dehors de la finalité de cette institution, c'est de voir que la franc-maçonnerie a masculinisé la loi, la politique, et a exclu les femmes. Parce que la Troisième République, à partir du divorce, fait croire qu'elle libère la femme, mais elle l'a exclue du champ politique. Elle l'a exclue de la véritable vie sociale. C'est-à-dire que la beauté que l'on retrouve dans l'architecture, beaucoup de châteaux ont été faits pour plaire aux femmes, pour plaire à telle femme, l'embellissement, il y a un côté très féminin dans l'art français. Il y a une douceur. Et la dureté actuellement de ces monuments maçonniques carrés que l'on rencontre partout indique c'est l'exclusion. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que la structure, j'allais dire, masculine, et le côté féminin a été complètement évacué de l'architecture. Et ça, c'est paradoxalement le rôle de la franc-maçonnerie, effectivement, qui est totalement dans la logique masculine. Bon. Alors nous arrivons, donc c'est important, cette rupture épistémologique entre le masculin et le féminin à la Révolution. Et le piège, c'est qu'après avoir enfermé dans une camisole de force masculine la femme, en prétendant la libérer, eh bien, on la conduit de plus en plus loin dans le masculinisme, c'est la destruction du modèle féminin auquel nous assistons. C'est-à-dire que, comme le masculin, nous avons une confusion sexuelle actuellement. Et alors la confusion sexuelle, on le voit très bien, c'est la femme qui copie l'homme. C'est une singerie de l'homme. Je parle pour les féministes, je ne parle pas pour les femmes. Et la confusion sexuelle, c'est un procédé qui est utilisé pour détruire les insectes ravageurs, si vous voulez. Alors, vous introduisez une confusion sexuelle et effectivement, les ravageurs disparaissent. Et actuellement, c'est le régime qui est appliqué, notamment aux Français, c'est cette confusion qui conduit, d'un côté, j'emploie le terme qui est moderne, mais à cette homosexualité qui sépare les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, mais qui est évidemment un modèle qui est antinaturel, en ce sens que s'il n'y a plus de reproduction, le combat c'est ça, faute de combattants. Donc il y a cette absurdité dans ce schisme entre l'homme et la femme, si vous voulez, indépendamment de toute question morale ou autre, c'est que nous avons perdu, enfin, disons que ces hommes pervers qui ont cet agenda caché sont en train de détruire l'humanité dans ce qui est humain entre l'homme et la femme. Moi j'aime bien observer les canards, les paons et les autres animaux, et vous voyez que les animaux n'ont pas ces problèmes que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a un ordre très intéressant. D'ailleurs, je signale que le paon, c'est lui qui fait la roue. Et quand vous regardez un paon par rapport à la femelle du paon, la femelle, c'est elle qui décide. On voit que c'est elle et l'autre rament pour faire le beau, si vous voulez. Bon. Et chez les canards, les colverts par rapport aux femelles, c'est très intéressant à observer, réellement, sur la nature, puisque nous sommes des animaux comme les autres. Bon. Et dans cette destruction, dans cette confusion, ce qui est très capital, donc je l'ai bien vu avec les mathématiques modernes, c'est que ce qui caractérise cet agenda caché, c'est le confusionnisme universel. Confusion sexuelle, confusion intellectuelle, confusion spirituelle. Et quand vous pensez que cette confusion est obligatoire, puisque l'article 125.1 du Code pénal, disons, sanctionne tous ceux qui refusent, qui font de la discrimination. Et je lis, c'est tout un poème de ce galimatia orwellien, c'est « constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue, de son auteur, de leur patrimoine, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle,
de leur identité de genre, de leur âge, de leur opinion publique, de leur activité syndicale, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur, de personnes en lien avec un lanceur d'alerte au sens, etc. Donc, relative à la lutte contre... Et vous avez leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, etc. Donc finalement, ce qui est dit derrière cette loi, si on la prend gentiment, on dit, bon, il faut aimer son prochain, etc. Mais si on la prend au vrai sens du terme, c'est la destruction totale de ce qui est l'activité intellectuelle normale, c'est le discernement. Bon. Et effectivement, quand vous avez le non-discernement entre l'homme et la femme, ben vous arrivez à la confusion sexuelle, donc plus rien n'a de sens, et vous assistez au chaos actuellement, c'est-à-dire que la femme n'est plus une femme, l'homme n'est plus un homme, l'homme est castré, l'homme n'ose plus défendre la femme, n'ose plus s'adresser. Donc c'est la situation à laquelle nous ont rendu les féministes en culpabilisant le monde entier, en empêchant les femmes d'être femmes, en empêchant les hommes d'être hommes, et donc nous sommes dans cette situation. Quand vous prenez l'assassinat de Philippine, et je ne vais pas dire tout ce qu'il y a à dire, vous constatez que le rôle de l'homme de défendre la femme n'a pas été rempli. Vous lisez le sermon, vous écoutez le sermon de la cathédrale de Versailles, et vous voyez que la réponse à un assassinat doit être l'amour. Donc le rôle de l'homme de défendre la femme n'est plus assuré, l'homme n'est plus guerrier, les femmes féministes n'ont pas défendu Philippine, parce que l'idéologie a tellement pénétré de confusion l'esprit des Français et l'esprit contemporain que nous sommes désarmés, et nous le voyons, la femme est actuellement, et les femmes, disons, sont omniprésentes, on le voit dans les fonctions, mais la féminité est totalement absente. Et alors, autre chose, le sexe est partout, si je peux dire dans les paroles, et l'amour n'est nulle part. Donc, en introduisant la confusion de genre, vous détruisez les mécanismes naturels, physiques, intellectuels et spirituels, et vous savez comme moi qu'actuellement, le 1968 a été soi-disant une libération sexuelle, et maintenant vous n'avez finalement un paupérisme sexuel, puisque finalement il n'y a plus d'attraction entre les sexes d'une certaine manière, puisqu'effectivement en limitant au physique et à la gymnastique finalement la relation entre la femme, plus de courtoisie, plus d'élégance, les habits sont les mêmes, eh bien vous détruisez la polarité qui faisait le sel de l'existence autrefois, que nous voyons en littérature, cette tension du masculin et du féminin qui crée la littérature, l'idéal, et les vraies femmes sont totalement invisibles et elles sont méprisées. Quand on dit qu'une femme est sans profession, sans, il faudrait l'écrire sans. C'est-à-dire que la femme, c'est une spécialiste de la cuisine, une spécialiste des sentiments, une spécialiste de l'éducation, une spécialiste de la décoration, une spécialiste finalement du maintien d'une maison, une sexologue, une psychologue. Vous avez tous les métiers dans la femme. Elle doit tout faire. Pourquoi? Parce que c'est l'homme, autant l'homme préserve au sens de la sécurité, en principe, il protège la famille, mais la femme, constamment, vous interrogez une femme, constamment elle se dit « Attention, mon enfant risque d'avoir tel problème, mon époux peut avoir tel problème ». Elle est constamment nourricière et protectrice. Alors le problème, c'est que dans l'ancien temps, la femme avait déjà plusieurs métiers, parce qu'elle était la femme de son mari, elle était la mère et elle était la maîtresse de maison. Mais maintenant, on ajoute un quatrième patron, c'est qu'en même temps, elle a son patron, puisqu'elle a un métier. Donc ça devient insupportable. Et alors, ayant maintenant un autre métier extérieur, puisque maintenant le système capitaliste, j'emploierai le terme pour être compris, même s'il est un peu inadapté, c'est qu'on a deux pour le prix d'un. C'est-à-dire, avant, l'homme était capable de nourrir sa famille, maintenant il ne peut plus, donc il faut que la femme travaille. Donc le féminisme, le masculinisme défendu par les féministes, fait que l'homme et la femme ont perdu, ils ont tout perdu. C'est-à-dire que l'homme n'a plus la femme dont il a besoin, la femme n'a plus l'homme dont elle a besoin parce que lui, il va voir ailleurs à la limite, si vous voulez. Bon. Et tout est mal fait. Les enfants n'ont plus de mère, donc ils sont mal élevés, donc vous avez la violence. Le mari n'a plus la femme qu'il faut. Enfin, tout est... et puis après, vous avez une perte de natalité, donc la population ne se reproduit pas.
les familles n'existent plus, les gens sont seuls. Donc le féminisme a complètement détruit, c'est une arme de guerre, on peut dire une arme de guerre totale. Donc en fait, l'appel à la révolte des femmes, c'est que les vraies femmes dament le pion et mettent hors jeu les féministes, c'est-à-dire les fausses femmes. Bon. Et c'est un service à leur rendre pour les faire rentrer dans le modèle de nature. Alors, la première chose à faire, c'est de revenir à la grammaire. Parce que la grammaire française, c'est un modèle, finalement, des accords. L'accord, le masculin, le féminin. Il y a cette danse, pourrait-on dire, du jeu, des accords, et l'accord grammatical donne l'accord entre la femme et l'homme, contrairement à ce qui a été dit. Puisqu'il y a le genre féminin, il est vraiment féminin, tandis que l'homme, c'est à la fois le genre de l'homme en général et le vir, parce qu'en latin, c'est vir. Bon. Il faut, en plus, condamner l'avortement. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes aient le courage de dire l'avortement en soi. Après, les cas individuels, c'est autre chose, vous pardonner. Mais faire un dogme de l'avortement, le mettre dans la Constitution, c'est un crime. Donc il faut revenir à cette idée que l'homme a une âme dès sa conception, l'enfant, et donc l'avortement est un crime. Alors après, les sanctions ou non, c'est une autre chose, mais moralement, il faut rétablir ce qui est la dignité de la femme, justement, c'est non pas de tuer son enfant à naître, mais c'est la protection de l'enfant. Ça, c'est une vérité, ce n'est pas une opinion. Ça, c'est inscrit dans le dictionnaire français. Les abandons d'enfants, il y a 200 000 avortements. Autrefois, les enfants étaient abandonnés plutôt que d'être massacrés. Donc l'idée, c'est qu'il faut revenir, ça se fait dans certains pays, il y avait un article. Riposte laïque a cité un cas, dans un pays où les femmes qui ne veulent pas garder leur enfant, mis dans une boîte, mais ce système existait du temps de la civilisation française, quand on n'était pas marié, les femmes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas garder leur enfant, au lieu de les assassiner par l'avortement, avaient un lieu, c'était le tourniquet. Il y avait des lieux prévus où les enfants déposaient, et vous avez par exemple, vous avez d'Alembert qui serait mort par l'avortement. Eh bien, il a été sauvé, il a été mieux éduqué, il a été abandonné, et vous avez été un homme. Et comme on a une dénatalité en même temps, avec les 200 000 avortements, ça ferait 200 000 naissances de plus. Et alors, vous les mettiez dans une boîte, et c'est ceux qui en voulaient qui allaient... Non, c'était mieux organisé, parce que c'était la civilisation. Vous aviez, par exemple, je pense à l'Hôtel-Dieu, c'est l'Hôtel-Dieu, vous aviez une colonne, et vous aviez une porte où l'enfant était déposé, et de l'autre côté, il y avait une religieuse qui prenait l'enfant. Voilà. Et là, c'est un système de civilisation et pas de barbarie comme actuel. Et là, en même temps, la conscience de la femme était tranquille. Parfois, la femme gardait un œil et savait que son enfant était élevé, mais ça permettait de ne pas les assassiner, puisque je rappelle que dès que la conception, l'enfant a une âme. Mais c'était organisé, c'était pas déposé n'importe où, parce que dans Riposte laïque, on parle d'une boîte dans un pays que je ne nommerai pas, mais non, il faut que ça soit organisé, que ça soit, et plutôt que de faire... Et là, à ce moment-là, ça règle le problème moral, ça règle le problème en plus de santé, parce que l'avortement n'est pas bon pour la femme, et en plus, vous sauvez une âme, si je peux dire, et vous avez une dépopulation qui est réduite. Bon. Ensuite, il faudrait que quelqu'un comme Pierre Palmade, finalement pour se racheter, décide que finalement l'enfant soit considéré comme un être humain. Parce que là, effectivement, il a tué, sans l'avoir voulu bien entendu, un enfant à naître, ce n'était pas une chose. Et donc il faut revenir au fait que le fœtus est un enfant. Il faut donc remettre la loi, la famille au cœur du jeu, et que la loi favorise effectivement les familles. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que la nature, de toute façon, aura le dernier mot, mais il faut maintenant remettre la femme au centre du jeu. C'est un appel à la révolte des femmes, donc contre ce masculinisme des féministes, et pour mettre en jeu les féministes et reprendre l'ascendant moral, et qu'elle n'ait plus cette parole destructrice, et qu'elle ne soit plus utilisée par ces hommes pervers qui auraient d'agenda caché pour conduire l'humanité à sa perte.